Merci pour l'invitation et merci à toutes d'être venues. Je voudrais commencer cette intervention que j'ai intitulée « Civilisée par la sexualité » par un rapide préambule. Depuis quelques années, et tu viens de le dire, un des poncifs des homosexualités et de leur politique a été le coming out, la sortie du placard. On, les homosexuels, prenaient l'air après des années de mise au banc de la société, de mise au placard, en quelque sorte. Pourtant, il me semble, et je voudrais l'argumenter, cette sortie du placard demande à être reformulée et questionnée. Jacques Fortin, un militant français de la cause homosexuelle, affirmait en 2000, dans un texte « Homosexualité, l'adieu aux normes », que plutôt que de sortir du placard, il fallait poser son cul sur la commode. Ce qu'il veut dire par cette phrase provocante, c'est qu'il faut, à partir des identités homosexuelles, revendiquer un point de vue de biais, à la fois dépasser qui l'on est, se déplacer et prendre garde à toujours faire partie du mobilier, s'interroger. Ce sera ma posture pour cette intervention. Je voudrais maintenant, toujours en préambule, Je voudrais maintenant, toujours en préambule, on recommence. Sans papier. Ouais, mais sans papier, c'est trop dur. Et avec le papier, c'est stressant aussi. Mais on va y arriver. Okay. Je remercie les Invisibles de Stonewall pour leur invitation, que je trouve un peu particulière, parce qu'il me semble que c'est une invitation à tiroir. J'en vois au moins 3, et je voudrais les expliquer. Tout d'abord, cette rencontre se fait dans les murs de l'université. Elle est appelée par un collectif d'étudiantes de Lyon 2. Nos déplacements sont financés par la chaire pour l'égalité de l'université Lyon 2. Merci. Elle a donc une dimension académique, universitaire. On peut se réjouir de la volonté d'ouverture de l'université à des thématiques telles que le racisme, fait par et au nom des LGBT. On peut aussi s'en méfier, puisque l'expérience a montré au moins 2 choses. 1. Que l'université a une capacité de récupération des luttes à des fins de promotion académique. Et 2. Qu'il n'est pas si facile de représenter, c'est-à-dire, dans le sens proposé par Gayatri Chakravorty-Spivak, à la fois de parler pour et de donner une image d'eux. Donc, il n'est pas si facile de représenter les complexités des mouvements politiques et des dynamiques sociopolitiques dans une intervention de 20 minutes. Je compte donc sur vous pour le débat. Et ça, c'était le premier tiroir, le tiroir de l'université. Vous vous rappelez, c'est la commode. Deuxième tiroir. Le deuxième tiroir que je vois, c'est l'acronyme LGBT. Je voudrais prendre un instant pour le questionner. Cet acronyme est le plus souvent utilisé pour parler des homosexualités, auxquelles on a ajouté les transidentités et les bisexualités. D'autres identités peuvent y être accolées. I comme intersexe, Q comme queer, P comme pansexuel, etc. S'il est d'emploi fréquent, cet acronyme recoupe toutes sortes de réalités, de partages, d'alliances et de conflits qui rendent sa compréhension tout sauf évidente. Sans rentrer dans les détails, je veux avancer que dans les dernières années, les trans se disent exclus, souvent pas considérés dans le mouvement dit LGBT. Dans la décennie précédente, et cela reste en grande partie vrai, les lesbiennes n'arrivaient pas à travailler politiquement, ni même à socialiser avec les gays. Une partie d'entre elles, nous, ont alors fait le choix de se rapprocher des mouvements féministes et critiquer la dite communauté LGBT. Dès les années 90, des mouvements queer ou transpédéguines ont critiqué les politiques conformistes, assimilationnistes des LGBT et s'en sont détachés. À Saint-Étienne, où je vis, une association s'est récemment montée, les Démineurs, spécial dédicace, vous êtes là, qui se dit LGBTH, H comme hétéro. La démarche est d'inclure le plus largement possible toute personne qui se sentirait concernée par ces questions. Tout cela pour vous dire que l'acronyme LGBT est loin d'être évident. Il fédéralise un certain nombre de questions que l'on pourrait appeler les questions de sexualité, mais ces questions partagent et divisent au sein même de ce qu'on appelle la communauté LGBT. Là comme ailleurs, il ne faut pas y chercher ou y voir d'homogénéité ou d'uniformité. Ce n'est pas le cas. Pour contourner ces dissensions, et en tant que chercheuse en sciences humaines et sociales, plutôt que comme activiste green, anarcha-féministe à tendance lesbienne radicale,
Je préfère parler de minorité sexuelle à la place de l'imprécis LGBT. Minorité sexuelle est une catégorie sociale, une subdivision de la société qui fait sens dans un rapport de pouvoir et pas en soi ou pour soi. C'est une catégorie sociopolitique et non une identité. Il faut bien comprendre, comme l'a développé Colette Guillaumin, que les minorités ne sont pas en déficit de nombre, des groupes moins nombreux que d'autres, mais en déficit de pouvoir, des groupes qui n'ont pas accès à tous les privilèges de l'hégémonie, cela au niveau économique, politique, juridique, symbolique, etc. De ce fait, si vous m'avez suivi, dans cette définition de minorité, vous comprenez que les femmes sont aussi une minorité sociale, même si elles sont, dans le monde entier, au moins autant que les hommes. Deuxième tiroir. Le troisième tiroir s'ouvre, lui, sur les questions postcoloniales. Dans les dernières décennies, au niveau mondial, local, les féminismes ou les minorités sexuelles se retrouvent utilisés dans des problématiques géopolitiques. On pourrait faire débuter cette actualité par l'intervention états-unienne en Afghanistan en 2001. Vous vous en rappelez peut-être, les États-Unis et leurs alliés sont entrés en guerre en utilisant l'argument de « sauver les femmes ». Sauver les femmes des violences patriarcales. On le sait, c'est du sens commun, et l'histoire jusqu'à maintenant nous le montre. Des bombardements, des troupes militaires au sol, la déstabilisation d'un régime politique, la mainmise sur l'économie d'un pays ne constituent pas des avancées pour les droits des femmes. Les droits des femmes et ceux des minorités sexuelles ne sont pas indépendants de ceux des hommes. Ils doivent être pensés globalement et non particulièrement. Après 2001, certaines essayent de pousser les questions de sexualité, les féminismes, les droits des femmes et des minorités sexuelles comme un trait culturel de l'Occident. Il faudrait discuter de ce qu'est cet Occident. Mais il faut, à mon sens, surtout refuser de faire de nos luttes et de nos questionnements politiques des traits culturels de l'Europe et des États-Unis. Refuser de faire civilisation contre d'autres. En tant que féministes ou que minorités sexuelles, nous savons que nous ne sommes que tolérés dans nos pays dits développés. Nous savons que le vent peut tourner. Je crois, et l'ensemble de mon intervention ira dans ce sens, qu'il ne faut pas se laisser instrumentaliser à des fins nationalistes, eurocentriques, racistes ou islamophobes. On l'a vu encore cet hiver dans le traitement des événements de Cologne en Allemagne. Les réfugiés sont présentés comme des hommes barbares qui viendraient en Europe pour violer les femmes blanches. En tant que féministes, que minorités sexuelles, nous savons que ceci n'est qu'une mise en compétition des minorités. Nous connaissons ces processus dans l'histoire. Il me paraît capital de comprendre comment nous sommes utilisés, comment nous avons collaboré ou collaborons encore à l'exclusion des autres. Cette démarche me paraît rentrer dans les démarches postcoloniales et constitue le troisième tiroir de la commode. Merci donc de me permettre avec vous toutes et tous de mêler dans cette intervention ces niveaux. Le rapport entre recherche et politique, les minorités sexuelles et les questions postcoloniales, pour comprendre et discuter un peu plus en avant les questions de sexualité. La commode est positionnée. Il va falloir la remplir maintenant. Je vous propose de creuser les liens entre civilisation et sexualité. Ceci pour comprendre un peu la production scientifique de la sexualité, et particulièrement de ses perverses, en Europe occidentale à la fin du XIXe siècle. Les arguments que je vais développer sont tous tirés de ma thèse de doctorat en sociologie et anthropologie politique, que vous pouvez trouver en ligne en faisant Google mon nom. Pour cette intervention, j'essaye de vulgariser autant que possible mon propos et de le raccrocher à des préoccupations des politiques sexuelles. Les personnes qui souhaitent avoir plus de références et de précision pourront venir me voir ensuite. La démonstration que je compte faire dans cette communication, civilisée par la sexualité, vise à répondre à une question contemporaine que l'on peut se poser dans les réseaux féministes, transpédégoïdes, LGBT. Comment est-ce possible que les minorités sexuelles, les femmes, les lesbiennes, les gays, les trans, soient devenues des symboles de l'Occident dans ce début du XXIe siècle? Je veux essayer de vous montrer que ce lien entre questions de sexualité et civilisation ne date pas du XXIe siècle, mais plutôt du XIXe. C'est-à-dire que ce lien est attaché aux questions de sexualité.
Il s'agit donc de comprendre dans un premier temps, et ceci de manière rapide, la généalogie de la sexualité et de ses catégories. Dans un deuxième temps, je reprendrai des éléments sur la constitution de l'hégémonie par ces minorités et la mise en circulation des discours de vérité hégémonique par les minoritaires. Enfin, dans un troisième temps, j'envisagerai des perspectives possibles à partir de ces constats. Donc, premier temps, généalogie de la sexualité et de ses catégories. Sexualité. On peut penser que toujours et partout dans le monde, la sexualité a existé. Cette question n'est pas si évidente que prévu. Elle doit être répondue, je crois, par oui et par non. Il faut en faire une généalogie. Pour certaines, ce sera évident ce qu'est une généalogie, pour d'autres, impossible. Souvent, lorsque l'on se pose un problème, on cherche son origine. Le terme même de sexualité, le mot n'apparaît dans le dictionnaire français qu'en 1832. Étonnant, non? Michel Foucault, fameux philosophe français du XXe siècle, propose de ne pas se contenter de rechercher une origine unique aux problèmes que l'on se pose, mais de construire des généalogies de ces problèmes, des formes de mise en lien d'éléments épars qui constituent une question. Lorsque l'on entreprend une généalogie de la sexualité, on se rend compte qu'entre l'apparition du terme dans le dictionnaire français, je vous l'ai dit en 1832, et la fin du XIXe siècle, beaucoup a été dit, beaucoup a été écrit. Tous et toutes se sont mises à avoir une idée précise de ce qu'est la sexualité, comme nous, maintenant. Peut-on penser que toujours et partout dans le monde, la sexualité a existé? Oui. Comme pratique, les humains ont tout un tas de pratiques sexuelles, d'échanges des corps différemment codifiés selon les espaces et les temps. Vous savez, des sociologues importants comme Marcel Mauss ont parlé des techniques du corps à propos de la marche, de la manière de nager, de la manière de manger. Tous et toutes le font dans le monde, mais tous et toutes ne le font pas de la même manière. C'est pareil pour la sexualité. Si vous le comprenez et l'acceptez, j'aimerais que ces rapports sexuels-là, ces pratiques de corps à corps, on les appelle les pratiques physico-sexuelles, pour s'y retrouver. Peut-on penser que toujours et partout dans le monde, la sexualité a existé? Cette fois, je répondrai non. Je voudrais vous montrer que la sexualité est une production scientifique moderne de l'Europe occidentale à la fin du XIXe siècle et faire l'ébauche de sa généalogie. Il y a beaucoup à dire, je vais me contenter de reprendre les termes avancés. La sexualité est une production scientifique. En effet, on constate, de nombreux auteurs l'ont déjà observé, que beaucoup de scientifiques européens travaillent sur la sexualité dans la deuxième partie du XIXe siècle. On peut voir là différents noms de scientifiques ayant travaillé sur la sexualité. J'avais prévu un PowerPoint, c'est pour ça que je suis troublée, parce que d'un coup je me suis dit, ah oui, je l'ai oublié, et je n'ai pas fait ça finalement. Bon, c'est pas grave. On peut parler, quand on parle de ces scientifiques, on peut parler de scientia sexualis, le mot latin. Vous écrivez en latin. La scientia sexualis. On remarque que la scientia sexualis se développe au travers de nouveaux champs disciplinaires qui s'outillent pour disséquer les ramifications psychiques, physiques et sociales de la sexualité. En effet, on retrouve des scientifiques qui travaillent en psychiatrie, en médecine légale, dans le domaine judiciaire, dans la criminologie, dans la sociologie, dans la philosophie, mais aussi des récits de voyage, du journalisme, de la production fictionnelle poétique, des essayistes, des romans, de la biologie, de l'entomologie. Dans tous ces domaines, dans cette époque, on travaille la sexualité. Il ne s'agit pas de revenir sur tous ces travaux, et je vais me concentrer sur un travail en particulier, celui du docteur Krafft-Ebing. Krafft-Ebing est né en Allemagne, mais il a vécu la plupart du temps à Vienne, en Autriche, Empire austro-hongrois à cette époque. Ces travaux sont importants puisqu'ils reprennent, synthétisent et organisent
la plupart des travaux disparates de cette fin du XIXe siècle. Krafft Ebing a travaillé toute sa vie sur la sexualité. Dès 1875, il sort son premier article scientifique sur le sens sexuel et les risques de son inversion. On va y revenir. Il publiera en 1886 la première édition des Psychopathia Sexualis. Deuxième mot latin, Psychopathia Sexualis. La dernière édition, la 12e édition, sortira un an après sa mort en 1903. 3 éditions avec des observations inédites paraîtront encore jusqu'en 1924. Les Psychopathia Sexualis sont, édition après édition, un traité de classification des perversions sexuelles, un système de classification et d'élaboration de la sexualité dans les différents champs disciplinaires de sa production. Scientia Sexualis, science de la sexualité, Psychopathia Sexualis, les mouvements de l'âme agités par la sexualité. 4 mots latins, tout. Les auteurs comptent se prémunir des usages pornographiques de leurs travaux et, pour cette raison-là, écrivent en latin. Vous pourrez le voir si vous voulez, dans les Psychopathia Sexualis, tout ce qui est explicitement sexuel est écrit en latin. Il s'agit aussi de contourner la censure de l'Église qui est encore puissante. La sexualité est une production scientifique moderne de l'Europe occidentale. J'ai un peu détaillé production scientifique. Je voudrais maintenant revenir sur le terme moderne. C'est un terme polysémique. Il importe donc de le définir. La modernité n'a pas toujours la même définition selon les disciplines académiques. Dans mes travaux, en suivant des auteurs comme Ramon Grossvogel, lorsque je parle de modernité, je fais référence à la fois à une période historique et à un régime de pouvoir. La modernité commence avec le processus d'expansion coloniale de l'Europe, ce que l'on appelle encore aujourd'hui dans les écoles françaises les grandes découvertes, et particulièrement celle de l'Amérique, 1492. Cette époque se termine en 1989. Elle court donc sur près de 5 siècles, avec bien sûr des vagues et des discontinuités, mais une caractéristique constante, celle de l'expansion de l'Europe hors de son territoire et presque dans le monde entier. Plus qu'une histoire et une géographie, la modernité est un régime de pouvoir. Il s'élabore avec les conquêtes coloniales, les développements industriels et scientifiques. Le pouvoir moderne est un pouvoir qui classifie, qui hiérarchise les lieux, les personnes, les mots et les choses. C'est le temps des grands partages, un certain rapport au binaire. Une des oppositions binaires importantes de la modernité, c'est objet, sujet. Il y aurait des gens qui seraient les sujets, qui feraient la théorie, et d'autres seraient objets d'observation et ne pourraient faire que des témoignages. Les hommes de science européens pensent et structurent le monde de leur point de vue neutralisé. Après avoir hiérarchisé les animaux, les végétaux, les minéraux, les scientifiques se sont emparés de l'humain pour élaborer des classifications raciales. Nous n'avons pas ici le temps de développer cette idée, mais il faut retenir que les Européens blancs, des hommes blancs, issus de la bourgeoisie, ou plus rarement de la noblesse, se placent au sommet de toutes les hiérarchies qu'ils produisent. Ils produisent à la fois le cadre de pensée et l'infériorité des autres. Pour résumer, la modernité produit les autres et les classes. La sexualité est une production scientifique moderne de l'Europe occidentale. Les scientifiques européens modernes cherchent à comprendre et à structurer le monde qui les entoure en ignorant l'hétérogénéité des espaces et des temps et en s'auto-justifiant par leur position supérieure dans les hiérarchies animales. Ces curiosités, entre guillemets, ne sont pas désintéressées et se doivent être contextualisées au niveau géopolitique. Je serai très brève. Le monde européen s'est déplacé sur tous les continents, à des fins économiques comme à des fins ethnologiques, anthropologiques. Le monde européen a été négrier, transportant des esclaves, des criminels,
mais aussi ceux qui devaient les exploiter et diriger. Dans cette deuxième partie du XIXe siècle, le monde européen, dans ses différentes déclinaisons nationales, a déjà largement entamé son processus de colonisation. Ici, je voudrais juste citer, ça sera la seule, mais je veux faire une citation d'Édouard Saïd, qui dit « Ce siècle a vu l'apogée de l'ascension de l'Occident. » Il parle du XIXe siècle. Sa force a permis aux métropoles impériales d'accumuler des territoires et des sujets à une échelle véritablement stupéfiante. En 1800, les puissances occidentales revendiquaient 55% de la surface de la Terre, mais en détenaient en fait à peu près 35%. En 1878, elles en possédaient 67%. Leur taux d'expansion avait donc été de 210 000 km² par an. En 1914, ce taux de croissance avait atteint le chiffre ahurissant de 620 000 km² par an. Et l'Europe détenait une superficie globale grandiose, environ 85% de la surface de la Terre, en colonies, protectorats, pays dépendants, dominions et Commonwealth. Les expansions du XIXe siècle sont des conquêtes militaires, des contrôles pris sur les territoires, mais elles sont aussi des conquêtes idéologiques. Au service de la justification des conquêtes européennes, on peut parler d'un impérialisme scientifique, complexe, conceptualisé au cœur des différentes sciences du XIXe, biologie, médecine, ethnologie, etc. Impérialisme scientifique qui résulte des connaissances acquises lors des déplacements européens, des missions d'observation, mais qui deviendra aussi la justification et le mode de maintien de la présence européenne sous l'appellation française de mission civilisatrice, ou encore dans des formes d'administration et de classification des populations dans les colonies, mais aussi par effet de retour dans les métropoles. Une théorie importante de cet aller-retour colonie-métropole est la théorie de la dégénérescence. Cette pensée a eu un impact scientifique important sur la production scientifique de la sexualité. Elle vient du français Bénédicte Auguste Morel dans un livre publié en 1854. Selon cette théorie, certains individus dégénèrent, c'est-à-dire qu'ils naissent avec les tares des générations présentes et transmettent à leur tour des tares à leurs descendants et descendantes. Les tares ne font que s'aggraver au fil du temps. Ces tares se voient, selon l'auteur, à des signes physiques, des pathologies spécifiques et des comportements moraux dits dégénérés. Les populations au sommet des catégories raciales, c'est-à-dire celles nées et vivant en Europe, sont particulièrement visées par les conceptualisations de la dégénérescence. Les dégénérés métropolitains vont devenir les humains qui, au sein des métropoles, se trouvent tout en bas de la valeur humaine. La dégénérescence est une théorie qui trace un lien direct entre les traitements des races au sein des espaces coloniaux et celui de tous les déviantes qui posent problème dans les sociétés européennes. Si dans les colonies, l'ensemble de la population est considéré comme inférieur, comme dégénéré, dans le cadre des métropoles, les exceptions au sein de la population blanche sont des risques pour la perpétuation de la race. La question des colons et des risques de dégénérescence sous d'autres latitudes que celles de leur naissance ou que celles de la naissance de leurs parents sont aussi abordées. Les Blancs se doivent d'avoir du pouvoir dans les sociétés industrielles et coloniales qui se construisent alors. Les Blancs qui n'ont pas de pouvoir, les pauvres, doivent être mis à distance. Ils sont racialisés par les théories de la dégénérescence. La misère économique devient une cause naturelle de dégénérescence. Elle est supposée avoir une incidence sur les caractères physiques des personnes. Les théories de la dégénérescence traitent du cadre familial comme de l'humanité. C'est-à-dire que comme il y a les races inférieures de l'humanité, il va y avoir les familles dégénérées de la nation. Après la théorisation d'une histoire linéaire de l'humanité et une hiérarchisation de celle-ci par les classifications raciales, la théorie de la dégénérescence met en place un travail sur l'histoire des familles et
son évolution. La famille devient un découpage hiérarchique au service de l'humanité, et les valeurs de la dégénérescence permettent de décliner dans les métropoles un nouvel ensemble de valeurs, une hiérarchisation des personnes et de leurs pratiques. Certains comportements sont valorisés et déclarés naturels, tandis que d'autres sont des atavismes, des tares, des dégénérescences de la race, des oublis de l'évolution. Cette rhétorique impérialiste réimporte donc, au sein même de la famille, dans les métropoles, des dynamiques coloniales de gestion des populations. La théorie de la dégénérescence ouvre vers une analyse minutieuse de l'ensemble des familles, de leurs moindres comportements et des détails des corps, à la recherche des déviances possibles. À ce titre, elle est aussi une technique de mise en place de normes, et on comprend qu'elle soit fortement mobilisée par les penseurs de la sexualité en général et par Krafft Ebing en particulier. Il reste 2 minutes. Ah, c'est bien, je suis à la moitié de mon intervention. Tout va bien. On va réfléchir 2 minutes et on s'arrêtera là. Ok. Pourquoi Krafft Ebing passe toutes ces années à travailler les psychopathia sexualis? Il le dit dès les premières pages de son argumentaire. Ce qui est important pour lui, c'est la prospérité de la race. Il va classifier les déviances sexuelles pour essayer de... Il observe. Son travail va toujours se baser sur des observations. Il y a des observations et il y a une théorisation. On est bien d'accord que les observations sont assez subjectives, c'est-à-dire qu'il ne regarde pas vraiment. Il détermine des choses qui vont être des déviances, et à partir de ces déviances, il établit un système de classification. Krafft Ebing, il va énumérer 4 perversions. L'inversion sexuelle, le masochisme, le sadisme et le fétichisme. À partir de ces 4 perversions, il fait tout un système de classification. Ces perversions, elles ne sont pas toujours hermétiques. On peut avoir les 2 perversions en même temps. Mais ce qui est important, c'est de voir qu'au moment où il produit ces perversions, il produit par défaut une norme. C'est-à-dire, cette norme, il ne va jamais la nommer. Il ne va jamais dire qu'est-ce qu'une sexualité normale. Mais ce qu'est la sexualité normale, c'est ce qui n'est pas perversion. C'est-à-dire qu'en délimitant les perversions, il établit la norme de la sexualité. Et c'est ceci qu'il me semble important de comprendre. Et ce qui me semble important de comprendre, c'est de voir que ceci va produire des hiérarchies. Parce qu'il y aura des pervers qui seront plus ou moins pervers que d'autres. Et là, il faut voir que dans ce début du XXe siècle, lorsque les premiers mouvements homosexuels vont se mettre en place, et ce, principalement en Allemagne, parce que là, l'homosexualité était illégale et punie par la loi. Les premiers mouvements de résistance vont être en Allemagne. Et dans ces mouvements de résistance, on va répéter les théories de Krafft Ebing. Puisque c'est un moyen de défense dans cette époque-là. De dire, on est né comme cela. Du coup, les hiérarchies de valeurs qui ont été mises en circulation par les scientifiques du type Krafft Ebing, les scientifiques de la science de la sexualité, elles vont être ensuite mises en circulation par les personnes concernées, les pervers. Et j'ai le droit de dépasser 2 minutes. Merci. Et du coup, je crois que tout cela va continuer au XXe siècle. Dans la première partie du XXe siècle, il est toujours question de discuter qu'est-ce qui va être une homosexualité correcte ou une homosexualité déviante. Qu'est-ce qui va être, est-ce qu'un homosexuel masochiste est encore correct, ou ça, on va préférer le taire. Et du coup, cette hiérarchie va être relayée en permanence par les discours des minorités sexuelles. Depuis la fin du XXe siècle et la dépénalisation de l'homosexualité dans les pays européens et dans les institutions internationales du type OMS, la reconnaissance de l'homosexualité a été vue en termes de droit. Et jusqu'à maintenant, elle est vue en termes de droit. De plus en plus, il s'est agi de dire l'objectif de l'homosexualité, c'est d'avoir des droits et les mêmes droits que les hétérosexuels. Et on voit à l'heure actuelle que sont mises en place des campagnes
international de soutien à d'autres homosexuels dans d'autres pays pour les aider à avoir les mêmes droits. Mais la question qui se pose, à partir du moment où cette sexualité, dans ce cadre de pensée-là, a été produite au nom de l'impérialisme, finalement, comment repenser les politiques sexuelles pour ne pas répéter, encore une fois, cet impérialisme-là? Et je crois que j'ai déjà dépassé 2 minutes. Du coup, je vais m'arrêter là.